Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Commençons par l'enlèvement du préfet de Gourma-Rarous, Drissa Sanogo, par des hommes armés le 2 mai dernier, alors qu'il regagnait son poste depuis Tombouctou. Drissa Sanogo se trouvait non loin de la localité dont il est le préfet, dans le nord du Mali, lorsque des hommes armés ont intercepté le véhicule dans lequel il se trouvait. Il est le seul passager à avoir été enlevé. Ses ravisseurs conduisaient 3 motos et l'ont obligé à monter sur un des engins. Les 2 autres les ont suivis. Selon les informations, une quarantaine de kilomètres plus loin, se tenait un véhicule 4x4. Ils sont montés à bord et le bolide a démarré en trombe. Très rapidement, des intermédiaires ont proposé leur service à l'État pour obtenir sa libération. Mais il fallait payer environ 10 millions de francs CFA. Tentatives d'escroquerie ont rapidement conclu des sources proches de l'administration malienne, qui soupçonnent fortement un rapt lié aux résultats des dernières élections législatives. Un groupe armé du nord du Mali, impliqué dans le processus de paix, a été sollicité pour obtenir la libération du préfet. Le contact aurait été établi avec les ravisseurs et les négociations seraient en cours. Cet enlèvement vient s'ajouter à celui du sous-préfet de Farako le 8 décembre 2019. La Fondation Orange Mali a effectué une remise des dons au ministère de la Santé en équipement d'une valeur de 300 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu ce mardi 5 mai 2020 en présence du ministre de la Santé, Michel Amala Sidibé, du DG d'Orange Mali et de la directrice de la Fondation Orange. Le don est composé de 50 000 paires de gants chirurgicaux, 30 000 masques de haute protection, 3 000 casques combinaisons de protection complet usage unique, 1 000 paires de bottes spéciales à haute protection, 480 flacons d'1 litre de gel hydroalcoolique Agnos et 250 kits de lavage de mains avec seau de 100 litres. Par ailleurs, toujours dans le cadre du soutien à l'action sociale et humanitaire de ces différentes filiales contre le Covid-19, la Fondation Orange France s'associe à la Fondation Orange Mali pour apporter un supplément de 77 934 251 francs CFA consacré au matériel et équipements. Il s'agit de 30 000 gants, 30 000 gels normes CE, 27 500 masques, FFP2, 2000 blouses de protection médicale, 1000 lunettes de protection et 250 thermomètres pistolets. Outre cela, Orange appuie le corps médical et les agents de santé avec un crédit téléphonique à hauteur de 100 millions de francs CFA afin de faciliter la coordination et les liaisons sur le terrain du personnel sanitaire. Un accompagnement fortement salué par le ministre de la Santé. Au Niger, une importante attaque djihadiste aux portes de Difa, dans le sud-est du pays, par Boko Haram. Dans une vidéo de propagande diffusée par l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, issue d'une scission de Boko Haram et affiliée au groupe État islamique, on voit de nombreux insurgés s'emparer au milieu de tirs nourris d'armes automatiques d'un camp de l'armée nigérienne, mettant la main sur des véhicules et des stocks d'armement. Ils semblent ensuite quitter le camp avec les véhicules. On voit également un soldat nigérien, couché face contre sol, qui semble déjà mort ou inanimé recevoir 2 balles. Le gouvernement a donné sa version mardi soir dans un communiqué. Le 3 mai 2020, aux environs de 17h45 heure locale, le poste frontalier Niger-Nigeria de Difa a été attaqué par des éléments de Boko Haram, à bord de véhicules lourdement armés. On déplore malheureusement 2 morts, 3 blessés et des matériels calcinés. Des habitants de Difa ont témoigné avoir entendu la violence des combats. On a entendu le bruit des armes, surtout d'armes lourdes, de 16h30 jusqu'à 19h. Du côté sud de la ville, déclare Lawan Boukar, un résident de Difa. Les assaillants étaient venus du côté nigérien en fin d'après-midi à l'approche de l'heure de la rupture du jeûne du Ramadan et pensaient certainement prendre par surprise nos soldats, a avancé un autre habitant. En 2015, d'intenses combats avaient opposé l'armée nigérienne aux djihadistes autour du pont de Douchi, qui relie le Niger au Nigeria au sud de Difa. Ce checkpoint est également proche de Damasak, une localité nigériane située à 30 km au sud de Difa. Damasak avait été conquise en octobre 2014 par Boko Haram après de violents combats avec l'armée nigériane. Elle avait été reprise par les armées du Tchad et du Niger après des combats. Fin mars, le Niger avait annoncé avoir tué une figure de proue du groupe djihadiste Boko Haram, Ibrahim Fakoura, lors d'une opération dans les îles du lac Tchad, au sud-est, repère d'islamistes nigérians.
La région de Difa abrite selon l'ONU quelques 120 000 réfugiés nigériens et des milliers de déplacés fuyant les exactions de Boko Haram depuis 2015. Le conflit avec les djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP a fait plus de 36 000 morts depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria et près de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Coronavirus au Burkina Faso. Levée de la quarantaine pour une douzaine de villes. La mise en quarantaine des villes du Burkina Faso ayant au moins un cas de Covid-19 est suspendue sur toute l'étendue du territoire national, selon le décret lu à la télévision. Le 26 mars, une douzaine de villes dans la capitale Ouagadougou avaient été placées sous quarantaine pour freiner la propagation du coronavirus. Initialement prévue pour 2 semaines, cette mesure avait été prorogée pour une durée indéterminée. La levée de la quarantaine devra permettre la reprise du trafic interurbain, prévue également mardi. Observant une tendance à la baisse du nombre de cas positifs de Covid-19, le Burkina a procédé à un allègement progressif des mesures restrictives à travers la réouverture des marchés et des lieux de culte et fixé la reprise progressive des cours dans les écoles au 11 mai. La fermeture des frontières terrestres et aériennes et l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre, selon un autre décret du Premier ministre Christophe Dabiré. Le Burkina Faso, premier pays à avoir enregistré un décès lié au Covid-19 en Afrique subsaharienne, compte 46 morts pour 672 cas selon le dernier bilan officiel. Au Soudan, le pays tend vers une pénalisation de l'excision. Selon les Nations Unies, dans ce pays, cette mutilation génitale féminine est encore vue comme un rite de passage. Près de 9 femmes sur 10 l'ont subi. Au Soudan, l'excision est en passe d'être punie par la loi. Un amendement au code pénal qui rend les auteurs passibles de 3 ans d'emprisonnement et d'amende a été approuvé par le gouvernement. Il est désormais en attente de promulgation. La mesure intervient 1 an après la chute du régime d'Omar al-Bashir sous la pression de la rue. L'ex-autocrate à la tête du pays pendant 30 ans après un coup d'État soutenu par les islamistes avait écarté un projet de loi contre l'excision en 2015. Les femmes soudanaises ont joué un rôle de premier plan dans cette révolte qui a abouti, après la chute d'Omar al-Bashir en avril 2019, à la formation d'un gouvernement de transition vers un pouvoir civil l'été suivant. Avant même sa promulgation, l'amendement a d'ores et déjà été salué par les organisations de défense des droits humains. C'est un grand pas pour les femmes soudanaises, a déclaré Zeinab Badreddine, une militante. Cette pratique n'est pas seulement une violation des droits des femmes, elle a de graves conséquences pour la santé physique et mentale, a renchéri Abdullah Fadil, représentant de l'UNICEF à Khartoum. Et la criminalisation de la pratique n'est qu'une étape d'un long processus sociétal permettant sa disparition. Au Bénin, condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme pour harcèlement, le journaliste béninois Ignace Sossou a été jugé en appel ce mardi. Agent du site Bénin Web TV et collaborant avec plusieurs collectifs dont le Consortium international des journalistes d'investigation et le réseau 3i, le journaliste d'investigation avait été condamné en décembre dernier pour harcèlement par le biais de moyens de communication électronique, selon son avocate Maître Priska Ogoubi. La veille de son arrestation le 19 décembre, Ignace Sossou avait posté sur ses pages Facebook et Twitter des propos attribués au procureur de la République Mario Metonou, intervenant lors d'une conférence organisée à Cotonou par l'Agence française de développement média pour débattre des fake news. Des propos rejetés par le procureur qui avait jugé que ces paroles avaient été sorties de leur contexte. Les avocats du plaignant ont demandé confirmation de la peine initiale de 18 mois de prison. En attendant le délibéré prévu le 19 mai, les avocats d'Ignace Sossou ont tenté d'obtenir la libération provisoire en vain. Le Bénin est passé de la 96e place en 2019 à la 113e sur 180 cette année dans le classement Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Aux Philippines, fermeture de la principale chaîne de télévision du pays, ABS-CBN, régulièrement ciblée par le dirigeant populiste, leur licence n'a pas été renouvelée. ABS-CBN, au service des Philippines, en rend l'antenne. C'est ainsi que la chaîne de télévision la plus regardée de l'archipel aux mains de Rodrigo Duterte a cessé d'émettre mardi 5 mai au soir, sous les coups de boutoir d'un président ne dissimulant pas son hostilité envers les médias qui osent le critiquer. La Commission des télécommunications, organe gouvernemental, a ordonné la suspension de la diffusion
au lendemain de la date d'échéance de la licence du groupe de médias, qui n'a pour l'heure pas été renouvelée par un parlement majoritairement acquis au chef de l'État. La suspension survient alors que les Philippines font face à la propagation du Covid-19, qui a contaminé 9 684 habitants de l'archipel et causé la mort de 637 d'entre eux. Le président a ordonné à la police d'abattre ceux qui se montreraient réfractaires au confinement décrété sur l'île principale, Luzon. L'opposition dénonce un calendrier particulièrement nocif pour s'en prendre au premier vecteur d'information des Philippins. La délivrance d'une information précise et dans les meilleurs délais est essentielle dans notre lutte contre le Covid-19, a lancé mardi la sénatrice Risa Hontiveros. 4 ans après l'élection à la présidence philippine du dirigeant populiste, le climat s'est nettement détérioré dans les médias philippins. Surtout ceux qui ont couvert en profondeur sa sanglante guerre contre la drogue, qui, selon la Commission des droits de l'homme du pays, pourrait avoir fait plus de 27 000 victimes lors des exécutions extrajudiciaires. Plus de 5 500 selon la police. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Mose TV.